Le film de Sean Penn, Into the Wild, raconte les aventures tirées d'une histoire vraie, celle de Christopher McCandless, un jeune Américain moyen promis à un brillant avenir qui se détourne finalement du monde conformiste et hypocrite dans lequel il a grandi pour trouver son propre chemin. C'est ainsi qu'il parcourra les routes américaines allant jusqu'à vivre seul en Alaska. Pour trouver nos propres vérités, il s'avère parfois nécessaire de nous défaire des croyances et de l'éducation que l'on a reçue étant enfant. Erika a 41 ans. Depuis l'enfance, elle a toujours posé de nombreuses questions et voulu comprendre le pourquoi du comment. Un peu rebelle à l'adolescence, elle s'est souvent demandé si, au fond, il ne valait pas mieux être un bon humain plutôt qu'un bon pratiquant. Enfant, je détestais être enfant parce que j'étais pas libre. C'est trop cool de te recevoir, Erika, aujourd'hui. Je suis trop contente. Est-ce que on raconterait pas comment on se connaît un peu, quand même, histoire de parler un peu de l'écosystème du podcast. Voilà. On s'est rencontrés. Alors je sais plus quel mois c'était d'ailleurs. C'était déjà l'été. C'était au mois de juin peut-être. Ah, c'était en juin. Je pense que c'est en juin. C'était pour une soirée qui s'appelait Women and Podcast. Et il y avait plein de créatrices de podcasts. C'était trop cool. Enfin, avec des thèmes. Il y avait vraiment il y a de tout. Il y avait l'art, il y avait la ménopause, il y avait la sororité, il y avait la sexualité la aussi. sexualité, il y avait l'argent, je me rappelle bien aussi. C'est vrai. Donc il y avait énormément de thématiques. Ah oui, il y avait Madame Meuf aussi qui avait fait un petit show. Et du coup, on s'est parlé parce que moi, il me semble, tu me dis si je me rappelle bien, il me semble que j'avais vu que l'intitulé de ton podcast, c'était l'Odyssée intérieure, c'est ça. Et je m'étais dit, je pense qu'avec Erika, on a des trucs à se raconter. Parce que moi, j'étais avec ma petite étiquette, le paradis attendra. Et ça nous a parlé, quoi. Voilà, c'est ça. Ça nous a parlé. On s'est dit qu'on avait sûrement des choses à se raconter sur tous ces sujets-là. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux me parler un petit peu de... dans quel contexte t'as grandi, toi, en termes de croyances, etc. Alors, moi, j'ai des parents déjà qui sont séparés très tôt. J'avais 1 an et demi. Et donc, ma mère, elle a fait sa communion, etc. Mais elle n'est pas... Je t'avoue, j'ai jamais... religieuse. Je parle pas vraiment de religion avec elle, donc je crois pas, non, parce qu'elle aime pas aller à l'église. Bref, elle est pas... Et j'ai le côté de mon père, donc ma grand-mère paternelle, était très croyante, très... Voilà. Et donc, petite, forcément, enfin, je dis forcément, c'est pas forcément, mais petite, je la suivais, enfin, voilà, j'aimais bien aller à l'église, etc. Et donc, enfin, voilà, puis, petit à petit, avec l'âge, comme beaucoup, on se pose des questions, on se dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Et je me souviens d'une anecdote, c'est que ma mère, à un moment, je sais pas pourquoi, voulait que j'aille au caté. Et je me suis fait virer du caté. Parce que, non mais c'était plus ou moins volontaire, mais parce que je passais mon temps à dire, mais c'est n'importe quoi, mais machin, enfin, à faire la rebelle. Et donc, du coup, après, j'étais plus obligée d'aller au caté. Ah. J'étais contente. Donc, et t'avais quel âge à ce moment-là? Franchement, aucune idée, je sais pas. Je dirais entre 10 et 12, je pense. Et t'étais en rébellion par rapport au discours qui était tenu lors des, je sais pas comment, lors des heures de catéchisme, quoi. Après, je sais pas si c'est de la rébellion ou du doute simple, en fait. Pour moi, ça paraissait pas logique, crédible. D'accord, ouais. T'avais l'impression que peut-être qu'on t'a imposé une pensée. Ouais, c'est ça. Je suis quelqu'un qui a toujours eu cette envie de liberté, ce besoin de liberté plutôt même. Et donc, je me souviens qu'enfant, je détestais être enfant parce que j'étais pas libre. Enfin, c'est un truc, pour moi, c'était hyper oppressant et c'est ce que j'écoutais dans un de tes épisodes de podcast quand tu parles de ton enfance, il me semble. Peut-être. Où tu disais justement que pour toi, l'enfance, c'est pas forcément toujours un bon souvenir en tant que l'être finalement qui dépend un peu des autres et de... Pas que pour ça. D'accord. Mais aussi en pour partie, ça. c'est vrai que
quand même devenir adulte, ça a quand même cet énorme avantage, bénéfice et bonheur de te rendre libre de tes choix, de tes actes. Ouais. Alors oui, je pense qu'on en parlera après avec les croyances limitantes, etc. Sommes-nous complètement libres? C'est ça. C'est pas certain. Mais en tout cas, oui. voilà, on s'affranchit d'un certain nombre de choses et effectivement, ça permet d'avancer soi-même, quoi. C'est ça. Donc du coup, donc par rapport à cette enfance et justement à ces croyances, donc toi, t'étais à peu près en contradiction avec tout ça. Ouais. Après, si je peux raconter en fait un peu ce qu'il y a, c'est que voilà, c'était une famille du côté paternel, donc très voilà, bourgeois catho. Ok. Et donc dans leur attitude, dans leur façon d'être en dehors de l'église, il y avait quelque chose qui ne matchait vraiment pas. Tu vois, parce qu'il y a le côté à l'église, on dit qu'on pardonne, qu'on est respectueux, qu'on est... Enfin, voilà. Et en dehors de l'église, c'était tout l'inverse. D'accord. Et je pense que c'est ça qui m'a... Je suis désolée pour le terme bourgeois catho, mais pour moi, c'est comme ça que je... En tout cas, moi, j'arrive bien à identifier à quel type mais de ça peut peut-être, profil tu fais référence. Mais ça peut peut-être, voilà. Il y a des gens qui seront peut-être choqués ou gênés par ce que je dis, mais c'est des gens qui ont de l'argent, qui vont à l'église. Et j'ai pas l'impression qu'ils aillent à l'église parce que, vraiment par croyance, mais plus par tradition, quoi. Posture, tradition, posture, je sais pas. Après, je dis pas que tous ceux qui ont de l'argent et qui vont à l'église, c'est bien le sûr. cas. Non, mais c'est vraiment pour moi, c'est des gens très hypocrites par rapport à ça et en fait, voilà, ma grand-mère paternelle, j'ai une relation très compliquée avec elle parce que très vite, c'était quelqu'un, je suis désolée, mais d'assez pas très franc, on va dire. Et moi qui suis quelqu'un de très nature, très direct, très franche, voilà, ça collait pas et je me disais qu'est-ce qu'elle, c'est à quoi elle joue, quoi, tu vois. Ouais. Je comprenais pas le... Oui, en fait, alors je sais pas exactement si ça te parlera, mais moi il me semble que, alors je sais plus du tout où j'ai lu ça, mais que être un sage, c'est vraiment arriver à aligner en gros ses pensées, sa parole et ses actes. Bah, c'est ça. Et donc effectivement là dans ce que tu racontes, ça semble pas du tout aligné pas du tout ça, non. Et pas crédible du coup en termes de discours, quoi. C'est ça. Ok. Et donc partie de là, toi. Alors, si on met à part justement cet aspect un peu non aligné entre les paroles, les actes, etc., est-ce que toi, dans ton enfance, tu as souvenir d'avoir cru dans quelque chose ou pas spécialement ou... Bah alors, oui, j'ai cru en Dieu à certaines périodes, puis j'ai plus cru, puis après je doutais, j'étais agnostique. Et ça a vraiment évolué, mais j'ai eu beaucoup plus de périodes athées que de périodes croyantes. Parce que pour moi, en fait, il y a quelque chose qui colle pas ou qui peut s'expliquer autrement. Je veux dire, Jésus, le personnage, a probablement existé, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Enfin, autant qu'on peut. Mais, tu vois, par exemple, il y a des choses qui pourraient s'expliquer par des... J'en sais rien, soit c'était quelqu'un de très persuasif, ou... oui, un bon orateur, par exemple. Voilà, ou peut-être qu'il a juste fait un coma et qu'il s'est réveillé de son coma. Enfin, j'en sais rien, je veux pas... Voilà, moi, en fait, c'est pas, ça me touche pas, ça me parle pas. Mais par contre, j'ai évolué vers d'autres croyances, on va dire, au fil de ma vie, au fil de mes expériences, de mes lectures. Et d'ailleurs, à quoi correspondaient les phases où tu croyais pas du tout? Est-ce que tu as fait une corrélation entre des événements et... Moi, j'ai remarqué un truc parmi les personnes que j'interviewe. À l'adolescence, en fait, il y a énormément de gens qui ne croient plus en rien. Et c'est vrai que l'adolescence, c'est quand même une période particulièrement charnière et difficile pour énormément de gens. Alors justement, à l'adolescence, j'ai eu une période très spiritisme, satanique. Ah ouais, d'accord. Ça a été court, mais... tout ça, ou vraiment... Ouais, alors c'est difficile. C'est difficile à croire quand on me voit. mais ouais, ça va pas durer très longtemps, je pense.
Mais c'était plus par rébellion, encore une fois. D'accord, ouais. Voilà, c'était plus en opposition, en fait, à tout ce que tu avais entendu. Ouais, clairement. Enfin, avec le recul, maintenant, oui. Ok. Puis après, c'était toute l'époque aussi, tu sais, des films comme Dangereuse Alliance, etc. D'accord. Enfin, mais ouais, c'était, voilà, toute cette époque de films un peu gothique. Enfin, c'est pas gothique, c'est satanique, on va dire. Ouais. D'accord. Ok, il y avait une tendance à ce moment-là un peu de... Ouais, tu sais, les sorcières. Ouais, bah ça, c'est vrai que moi, je me souviens... Enfin, les sorcières, des mauvaises sorcières, parce que maintenant, je crois... Ah oui. Bonnes sorcières. Moi, je me rappelle de la série Charmed, que j'aimais bien. Alors, c'était peut-être un peu avant, ou au début de Charmed. Il y avait la série, je sais pas si tu te rappelles, The Crow, où c'était un homme corbeau, il me semble. Oui. Enfin, je sais pas si c'était un homme corbeau d'ailleurs. Ah, mais c'est vrai que j'adorais, j'avais oublié ça, mais... un univers un peu sombre comme ça. Ouais, j'étais très là-dedans. Ouais. Et du coup, Tim Burton aussi, cet univers-là un peu... Moins, bizarrement, je suis moins... ouais. Ça dépend lesquels, mais c'est pas forcément... Mais après, c'était une époque, enfin, voilà, j'avais... je veux dire, entre 14 et 16, peut-être. Oui, voilà. C'est, à cet âge-là, les années, elles comptent double ou triple, je pense, mais... Oui, c'est ça. Alors, après, j'ai grandi, la vingtaine, j'ai fait la fête et tout, donc tout ça, c'était loin derrière. Enfin, ok. Les croyances, enfin, c'était pas du tout mon sujet de préoccupation, en fait. Et après, je me suis mariée avec quelqu'un qui s'entendait très bien avec ma grand-mère. Ah tiens, étrange. Ouais. Enfin, c'était un peu le même genre, enfin voilà, la même chose. Sauf que je pense qu'il y avait peut-être en tout cas chez ses parents, il y avait plus de sincérité par rapport à la religion. Là, et avec eux, justement, je me suis remis à la religion catholique, en tout cas. Et donc, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait ma communion, confirmation, je sais plus, enfin, je sais plus les... Et t'avais quel âge, du coup, à ce moment-là? J'avais 25 ans. D'accord, ouais, c'était vraiment un choix concret de ta part, quoi. Ouais, mais je pense que c'était plus pour... Je pense qu'au final, c'était plus pour être intégré dans leur famille. Trouver ta place. Ouais, qu'autre chose, ouais. Parce que c'était une famille qui a rien à voir avec la mienne et qui était... en tout cas, du côté de ma mère. Et qui était... Voilà, quand je l'ai rencontré, j'ai enfin trouvé une famille, en fait. Je suis désolée si ma famille entend ça, mais c'est une famille soudée, unie, et puis... Et voilà, je pense que c'était plus un moyen de s'intégrer, même si, voilà, moi, j'aimais aller à l'église, je préférais dormir, clairement, mais voilà, il fallait y aller, sinon c'était mal vu, enfin voilà, je me souviens, un jour, j'avais des règles hyper douloureuses un dimanche, et j'ai dit je vais pas à l'église, et tu vois, j'ai senti que ça passait pas, quoi. Ah oui, d'accord, qu'il fallait il fallait faire une croix sur le fait de pouvoir se reposer tranquillement et voilà. et de prendre son space-temps. Je suis quand même restée chez moi, mais voilà. Bref. Et donc forcément, quand j'ai divorcé, et même un peu avant déjà, j'ai rébellion. Rébellion. Ah oui, on alterne les phases. Voilà, rébellion. Et là maintenant, depuis, voilà, donc ça fait 13 ou 14 ans qu'on a divorcé. Et j'ai fait mon cheminement à moi maintenant, tu vois. D'accord. Et alors, voilà, j'estime pas que le bouddhisme, etc., c'est une croyance. Enfin, pour moi, c'est plus une philosophie. Mm-hmm. Mais je me rapproche plus de ça, et aussi de la réincarnation. Enfin, en tout cas, le fait qu'il y ait une âme quelque part et qui reste, ça, j'y crois, et je pense que j'y ai toujours cru au fond. D'accord. Parce que quand je vois quand je pense à mes séances de spiritisme, etc., au tout début, il y a quand même toujours cette idée d'une âme et de quelque chose qui reste et qui est... Un continuum. Voilà, et qui est plus que le corps, en fait. Enfin, parce que... Enfin, le corps, j'ai toujours... Il faut accepter son corps dans le sens où le corps abrite ton âme. Tu vois, c'est un outil, c'est un véhicule, c'est quelque chose qui permet si t'es valide, de marcher, de bouger, de parler, et ça, c'est une chance, en fait.
Ouais, c'est vrai. Et de ressentir aussi. De ressentir surtout, surtout les émotions. Moi, je suis très... ouais, voilà. tu vas nous en parler après. Ouais. Donc ouais, de pouvoir vivre ça, je trouve que c'est génial et le corps le permet. Et même s'il y a des émotions qui font mal, qui sont dures, qui sont pas désagréables, qui sont voilà, on vit quelque chose, on ressent des choses et je trouve ça extraordinaire. Le fait d'être vivant et on va dire du coup en fonction de ta croyance évidemment incarné physiquement. Donc ok, et comment t'es arrivée justement vers cette philosophie bouddhiste, etc. C'est des lectures, c'est des... Je pense qu'il y a quelque chose en moi qui a toujours été là. Après, voilà, j'ai toujours ressenti des choses autour de moi sans vouloir aller plus loin. Je veux pas trop traverser le miroir, on va dire. Ah, c'est ça, j'ai pas envie, je suis pas prête en tout cas pour l'instant. Et donc j'ai toujours eu cette impression de pas être seule autour de moi, tu vois. Je pense qu'il y a déjà une base de ça que je recherchais plus jeune et que après je me suis fait trop peur, je crois, à cette époque. Et maintenant, je sais à quel point ça peut être dangereux, mais à l'époque, je savais pas. Donc dangereux, tu veux dire d'essayer de passer un peu de l'autre côté, d'attirer. Ah oui, d'accord. Quelqu'un en termes de spiritisme, etc. D'accord. Et j'ai eu très peur, mais je me rends compte que qu'il faut pas faire ça n'importe comment et que si ça doit venir, ça viendra. En gros, d'utiliser des formules incantatoires, des choses comme ça. Ouais, ça t'a révélé des choses qui t'ont semblé dangereuses ou des choses de toi-même ou... Non, pas de moi-même, mais ça m'a fait peur. Ouais, c'était pas des choses concrètes, c'était vraiment des ressentis, des réactions, des choses. Je me suis dit, oh là là, non. Et bon, bref, ça a toujours été. En fait, je suis revenue aux sources, tu vois, au final. Sauf que maintenant, je m'autorise à y croire et je me dis, voilà. Enfin, tu vois, il y a des gens qui peuvent rire ou machin. Et tu te dis, mais c'est pas plus bête, entre guillemets, de croire à ça qu'à une religion ou tu vois, pour moi, chaque croyance a son... Exactement. Je suis complètement d'accord et je trouve que, justement, par rapport à ce que tu dis, c'est que la spiritualité, alors, ça a ses limites, évidemment, mais il y a quand même, dans la spiritualité, je trouve déjà, c'est ce qui appartient aux humains. C'est hyper important. Et je trouve que c'est hyper important. Quand j'ai perdu mon père, le fait d'avoir mes croyances à moi, ça m'a beaucoup aidée, en tout cas. Et on aime bien d'ailleurs savoir ce que les autres aussi pensent de ce point de vue-là et ce qui les aide au quotidien. C'est vrai que c'est pas une discussion qu'on a forcément facilement parce que ça touche de l'émotionnel. Exactement. C'est comme la religion et la politique, ça touche tous les deux de l'émotionnel. C'est vrai. Donc, c'est pas des sujets qu'on aborde comme ça avec n'importe qui. Non. C'est vrai qu'on fait appel vraiment à de l'intime, au fond, et aux croyances profondes des gens. Mais on constate effectivement, à travers les différents témoignages, que la croyance, elle est mouvante, elle change beaucoup, elle est parfois complètement différente d'une période de vie à l'autre, voire... oui, on peut passer, comme toi tu l'expliques, d'une croyance à une non-croyance. Et c'est très... Et c'est très, comment dire, riche de voir que c'est pas des choses figées, et heureusement. C'est ça, parce qu'à l'époque, pour moi, il y avait deux solutions possibles. Soit tu croyais en Dieu, Jésus, tout ça, catholique, quoi. Soit tu croyais pas. Et en fait, je me laissais pas la possibilité d'avoir cette autre croyance qui était différente. La tienne, en fait. Voilà. Ta construction à toi, en tout cas. Pas du tout celle dans laquelle j'ai grandi, mais vraiment pas, quoi. Donc finalement, toi, t'as fait un espèce de 180 par rapport à ton éducation, mais tout en maintenant finalement une, je sais pas si on peut dire une intime conviction d'un continuum mental comme un peu les bouddhistes, quoi. D'accord. Et oui, et pour en revenir au sujet du bouddhisme, est-ce que tu as des figures de personnes que tu suis particulièrement ou des lectures que tu fais en particulier, ou est-ce que c'est plus, comme tu disais, que tu portais un peu en toi ce genre de perception
et que quand tu as entendu, enfin j'imagine quand même que t'as entendu parler des gens, de bouddhisme, etc. Ça t'a parlé? Ça s'est pas trop passé comme ça, je pense. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je parlais un jour à quelqu'un de mes croyances, de ma vision des choses, etc. Et là, il m'a dit, mais en fait, c'est bouddhiste, tu vois. Ah ouais, c'est fou. Et alors que bon, je lisais pas de choses particulières sur le bouddhisme. T'avais cette espèce d'intime conviction. Et on m'a dit, mais en fait, et c'est là que je me suis dit, ah bah, je vais regarder un peu, quoi. Ouais. Mais c'est pas du tout, enfin, en tout cas, pas conscient. C'est pas quelque chose qui a été influencé ou qu'on m'a enseigné, quoi. D'accord. Ouais, donc en fait, t'avais certaines croyances ou perceptions et ça a matché à un moment avec quelque chose d'un peu, on va dire d'existant au sens où on en parle. Ouais. Après, je sais pas à 100%, là, je connais pas encore tout, etc. Mais c'est ce qui se rapproche le plus. Ça te parle. Ouais. Ça m'intéresserait justement qu'on puisse faire le pont aussi avec ton travail actuel, enfin en tout cas parce que finalement t'es auto-entrepreneuse. Voilà, tu proposes des contenus également sur Instagram. Et tu as un podcast donc qui s'appelle, on le disait, l'Odyssée intérieure. Est-ce que par rapport à ce que tu fais actuellement, donc tu vas nous expliquer ce que tu fais, et puis après on verra justement si ça a un lien avec les croyances que tu as pu développer, les expériences que tu as pu vivre. C'est un lien avec mes valeurs, c'est sûr. Après, c'est intéressant. Donc tu es... Je suis coach. Alors, je sais que coach, soit les gens se crispent, soit ça les intéresse. Mais en fait, je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est gestion des émotions, confiance en soi, enfin dans le sens spécialisé dans le sens où c'est en fait je pense que comment dire, je pense que c'est la clé en fait du bien-être et de pouvoir vivre sa vie, parce que je trouve ça hyper frustrant de voir des gens qui ont un potentiel et qui passent à côté de leur vie parce qu'ils croient pas en eux ou parce qu'ils ont peur ou voilà. Et c'est c'est dur pour moi de pas, au début je voulais aider tout le monde, tu vois, mais si t'es capable, etc. Mais en fait, quelqu'un qui est pas prêt ou qui a pas envie, ou t'as beau faire ce que tu veux, il pourra pas changer. Non. C'est un peu comme quand on va voir un psychologue, finalement. Si on nous force à aller voir un psychologue... Je sais rien. Je saurais pas te dire, parce que, tu vois, il y a des gens, tu leur dis, que tu forces, entre guillemets, à aller chez le psy. Peut-être qu'ils peuvent, tu vois, au départ faire un blocage, et puis une fois qu'ils sont lancés à parler, ils peuvent y prendre goût. Ils peuvent se dire, ah, mais finalement, ça m'a fait du bien. Et puis, vous savez que le coaching, c'est plus actif, en fait. Ouais. Tu vois, tu dois venir avec un objectif et puis mettre en place ce que tu as défini pendant la séance. Oui, donc tu es forcément volontaire. Voilà, ouais. Tu peux pas coacher quelqu'un qui a pas envie. Qui a pas envie d'être là. Non, c'est impossible. Donc, effectivement. C'est vraiment un partenariat, en fait. Tu vois, c'est une collab, en fait, de coaching. Donc, il y a pas, je sais pas mieux que l'autre, mais je l'aide juste à trouver ses réponses à lui, à trouver ses blocages à lui. Enfin, tu vois, je suis pas là pour dire tu dois faire ça ou ça, c'est un coach. Enfin, si vous avez des coachs qui font ça, c'est pas des coachs. Si t'as un coach qui te dit quoi faire, quand, comment. Non. Non, parce qu'en fait, chacun a ses solutions. Enfin, c'est comme les croyances. Voilà. Enfin, les croyances religieuses, je parle spirituelles, voilà. Mais si tu vas voir quelqu'un, tu dis t'as ce problème-là, fais ça lui correspondra pas. Tu vois, moi qui suis TDAH, tu me demandes de faire du journaling, du machin, du truc, enfin des choses qui me parlent pas. Ça marche super bien sur des gens, sur d'autres. Mais moi, c'est impossible de faire un truc routinier. Tu peux nous réexpliquer ce que c'est TDAH ? C'est les troubles de l'attention avec hyperactivité. Ok.
Et du coup, voilà, il y a des problèmes de concentration, de focus. C'est des gens comme moi qui sont incapables d'avoir une routine. C'est pas possible. Enfin, D'accord, ouais. Voilà. Et donc, tout ce qui est solution routinière, ça ne fonctionne pas chez moi. Ou ça va tenir une semaine, grand max, et encore, je sais bien. On avait acheté un cahier de gratitude avec mes enfants, enfin, l'année dernière, au Nouvel An. Ça a duré une semaine. C'est bien déjà. Ouais. Oui, ok, pour noter cahier de gratitude, j'imagine c'est pour noter tous les jours ou régulièrement tout ce pourquoi tu es reconnaissant. Alors, ce qu'on fait, c'est que du coup, à table, le soir, en mangeant, on raconte chacun 3 choses qu'on a préférées dans la journée. C'est cool, ça. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que mes ados, parce que j'ai 2 ados, ils ont quel âge? 15 et 16. La petite des vrais ados. Ouais. Et ils soufflent, tu sais, au début, puis après, ils sont super contents. Ouais. Tu vois, parce qu'ils ont pu parler, ils ont pu... Même si au départ, ils disent, il n'y a rien de bien, et ben, en fait, si. Ils trouvent les choses... Ça fait hyper de bien de penser à des choses pour lesquelles on est reconnaissant. Ben, on les voit pas, en fait. Si on les cherche pas, on les voit pas. Oui, c'est vrai. Donc, et du coup, on les rappelle un peu aussi au cerveau et tout, en mode, la journée, il y a eu aussi des belles choses, il y a des trucs cool qui sont passés. Et... Donc voilà, en fait, c'est ça, tu vois, un coach qui va dire écris sur ton cahier, machin, tous les jours, c'est pas un coach, parce que si tu t'intéresses à la personne, tu vas savoir que elle, c'est pas quelque chose qui lui convient. Oui. Donc, moi, pour le coup, à l'oral, ça passe mieux, tu vois. Ouais. Donc, et tu penses quoi? Enfin là, j'en profite pour faire un petit crochet justement pour mettre un peu les limites par rapport à la ligne éditoriale du podcast. Tu penses quoi des coachs qu'on voit un peu pulluler quand même sur YouTube, même sur LinkedIn, tout ça, qui associe déjà développement personnel et développement de ta fortune et de ton business? Et qui font des conférences devant des fois 200-300 personnes avec des espèces d'injonctions assez... J'en vois un qui est plus... il y a plus des milliers de personnes, des dizaines de milliers. Je vais pas citer de nom, c'est pas le but de faire du bashing. Mais... moi, ça me met mal à l'aise, dans le sens où je trouve que c'est... la profession de base perd son essence, en fait. J'ai l'impression que par rapport à ce que tu dis, en tout cas... Parce qu'au début, voilà, je le ou les suivais, voilà. Et en fait, je me suis vite rendu compte, je me sens pas à l'aise dans le sens où je sens pas de sincérité. Tu vois ce que je veux dire? C'est un je business, sens pas authentique et, tu peux faire un business en étant sincère. Ouais. Mais aussi bien dans l'attitude que dans les paroles, je trouve pas de sincérité, ça me gêne. Ouais. Ok. T'as l'impression que c'est un peu quelque chose qui est à la fois très généraliste, parce que t'expliques que le coaching, normalement, c'est quelque chose de personnalisé au maximum, qui convient pour chaque personne. Donc c'est vrai qu'à partir de là, on peut se poser la question justement de la conférence devant des milliers de personnes et de donner des clés qui sont... Après, tu peux, tu vois, dans mes publications Insta, dans mon podcast, je donne des clés, mais après, voilà, chacun prend ce dont il a besoin ou ce qui lui parle, tu vois. Oui, donc c'est intéressant ce que tu dis, c'est que finalement, on peut très bien même aller voir des coachs qui font des conférences devant des milliers de personnes. Il faut rien prendre pour argent comptant et toutes les solutions ne nous conviennent pas forcément. Ouais, il faut prendre ce que ça nous apporte. Tu vois, par exemple, il y en a un que j'adore, mais il est américain, c'est Tony Robbins. D'accord. Lui, pour le coup, tu vois, en tout cas, je le sens, moi, dans mon ressenti. Voilà, par rapport à toi. Plus sincère, voilà. C'est quelqu'un qui te... Voilà, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, qui va dans le monde entier. Sa place, je crois que c'est 5000 balles pour assister à son séminaire. Ouais, quand même. Mais, ça n'empêche que c'est le seul pour moi le seul. Non, pas seul, parce qu'il y en a d'autres. Mais c'est celui qui me touche le plus, tu vois. Et ça t'a aidé, par exemple, de suivre Tony Robbins et J'ai lu ses livres. Ouais. Après, ses livres, c'est beaucoup de PNL. Et comme moi, je suis c'est ton... praticienne PNL, du coup, il faut toujours se mettre... lire des choses déjà pour pas oublier, puis pour se tenir à jour, pour voir d'autres façons de faire. Voilà. Donc, j'aime bien ces livres. Ils sont pas faciles à lire, clairement. Pour quelqu'un qui est pas... expert, qui connaît... Qui est pas formé, qui connaît pas les bases au moins.
Mais ouais, c'est vraiment lui que ouais, j'aime bien ses livres. Après, ses séminaires, non, j'aimerais bien un jour. Mais Un jour peut-être. voilà. Ça marche. Et donc du coup, pour en revenir à ta pratique professionnelle, donc on a dit que tu étais coach PNL. Je suis praticienne clean aussi. Le clean, c'est une méthode voilà, de thérapie brève qui permet de se libérer très rapidement des effets, enfin, je vais pas dire des traumas, des phobies, etc. C'est le cas, mais ça te fait pas oublier. Oui. En fait, ça te permet juste de voir la chose, enfin, voir l'événement. Imaginons que tu as un trauma, parce que je l'ai testé sur moi, donc je peux en parler. D'accord. Tu revois l'événement, mais comme s'il y avait une distance. Tu sais, tu n'as plus cet impact émotionnel. Oui, bah c'est un peu ce que fait la PNL aussi, non, il me semble. C'est pas du tout... oui, bah, de toute façon, je lis souvent les deux. Cette distanciation vis-à-vis d'un événement traumatique. Ouais, sauf que en fait, le clean, ça permet vraiment de libérer l'empreinte émotionnelle qu'il y a dans ton corps, qui fait que, voilà, quand tu as peur de quelque chose ou quand tu as même la colère que tu ressens, eh ben, ça te permet de plus réagir, enfin, de plus ressentir cette émotion, en fait. D'accord. En gros, c'est les empreintes émotionnelles dans ton corps qui sont relâchées et qui font que ça démarre plus au quart de tour. Tu vois, les gens qui partent en colère au quart de tour, tu ressens plus ça, en fait. J'ai un exemple dont j'ai souvent parlé, parce que c'est vraiment, voilà. C'était une femme qui avait été, voilà, agressée par son ex-conjoint, enfin, qui était en trauma suite à ça. Et elle avait la mâchoire qui restait bloquée, ouverte ou fermée pendant des heures. Ah ouais, horrible. Donc elle faisait de la kiné, etc. Forcément, ça changeait rien. Mais, enfin, je dis forcément, je expliquerai après pourquoi. Mais, et en gros, par exemple, dès qu'elle entendait une sonnerie, que ce soit de téléphone ou de sa porte, enfin voilà, elle était en panique. Mais elle n'avait pas fait le lien avec sa mâchoire. D'accord. Elle disait juste, je vois le kiné pour ça, ben voilà. Ouais. Et donc, on a fait la séance de clean parce qu'en fait, pour les traumas, il faut pas aller direct au moment traumatique. D'accord. Il faut vraiment, enfin, il faut y aller petit à petit parce que petit à petit. En général, 2, 3, 4 séances, ça suffit. Bon, selon la profondeur du trauma, Et bref. Et donc, on a fait donc pendant la séance de clean, en fait, l'idée, c'est vraiment, tu parles de la chose qui te fait peur ou qui te met en colère, voilà. Et on travaille sur tout ce qui est ressenti corporel. D'accord. Et donc pendant la séance, elle était, je peux pas expliquer je te montre, mais voilà, les mains crispées, enfin comment t'appelles ça? Ouais, crispées, ouais, effectivement, les mains un peu tendues, enfin pas tendues, repliées, voilà. ouais. Et la mâchoire bloquée pendant plusieurs fois pendant la séance. Et donc on a fait la séance, il faut répéter les choses répéter cette phase d'observation des sensations. En fait, tu la répètes plusieurs fois. Ok. Et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sensations désagréables dans ton corps. D'accord. Et donc on a fait jusqu'à la fin. Et en fait, sa mâchoire, le blocage qu'elle avait, eh ben, c'est plus jamais reproduit. Ah oui, d'accord. Donc, il faut aller presque au bout de l'émotion. Enfin, je sais pas comment on dit, du ressenti physique. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, ça permet de peut-être libérer certaines choses. Parce que tu vois, que je fais de la kiné depuis des mois. Ouais, c'est fou. Et en fait, c'était juste son corps qui lui disait, qui lui faisait signe, quoi. Mais encore, faut-il écouter son corps et comprendre. Oui. Enfin, pas toujours simple quand on est parfois dans le quotidien, que c'est la course et tout. Pareil, là, récemment, quelqu'un, c'était autre chose, mais qui supportait pas d'avoir une mèche de cheveux sur elle. Et elle se sentait très serrée dans ses vêtements s'il touchait sa peau, en fait. D'accord, mais c'est quand même compliqué parce que du coup les vêtements... Et ça, c'est pareil, je crois qu'on a fait 1 ou 2 séances, c'était pour autre chose, mais le trauma, en tout cas, qu'elle avait vécu, le fait de cleaner là-dessus, eh ben,
plus rien. Elle supporte maintenant les cheveux sur elle, enfin sur son visage. C'est vraiment, elle se sent moins serrée dans ses vêtements. Oui, donc ça libère un peu quand même de certaines choses. Moi, je trouve ça impressionnant à chaque fois. Enfin, j'ai vraiment... Et du coup, tu as pu l'expérimenter pour toi? Oui. Et est-ce que c'est comme ça que j'ai découvert, moi. De nous le raconter ou pas? Pas d'obligation, évidemment. Alors, je vais pas parler de mon trauma parce qu'il n'impacte pas que moi, donc je peux pas en parler. Non, c'est pas... Ça marche. Ça, il y a quelqu'un d'autre qui est impliqué, donc je peux pas... Voilà. Mais oui, moi j'étais en arrêt pour stress post-traumatique pendant 1 an et demi, 2 ans. Ouais, c'est beaucoup. Quand tu étais, c'était l'époque où tu étais développeuse web. Ok. Et donc j'ai été suivie par une psychiatre qui est devenue une amie d'ailleurs. Ok, cool. Tant qu'à faire. Ouais, elle est trop drôle. Bref. Et j'avançais mais très lentement. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt positif et tu vois dynamique. Enfin, voilà, qui aime voir le verre plein. Oui, tout à fait. Et je me souviens, je disais à ma psy, mais quand est-ce que ça va aller mieux? Je vais pas rester comme ça toute ma vie. Enfin, pour moi, c'était interminable. Pour moi, je gâchais ma vie, des années de ma vie, en fait. Tu vois. Et c'était quoi, du coup, les symptômes que t'avais quand même? C'était... Sans revenir sur le trauma, mais... C'était cauchemar. Je me réveillais toujours à la même heure, à l'heure où l'événement avait eu lieu. Ah ouais, c'est dingue. Ouais. Toujours à la même heure. Des flashbacks tout le temps. Enfin, l'envie de pleurer, tu sais pas pourquoi, à n'importe quel moment. Enfin, c'était... Ouais, enfin, tout le temps, en fait... tout le temps sur un fil, tu vois. Enfin, ouais, tu sens que t'es un peu... moi, j'aime bien l'image... de dire que t'es un peu écorché vif dans les moments de fragilité comme si t'avais plus de peau quasiment, quoi. Que tout te fait mal. Et puis tu vois, le moindre truc qui te rappelle, mais des fois ça peut être une odeur, ça peut être... c'est ça, il y avait l'odeur qui revenait beaucoup d'ailleurs. D'accord. L'odeur du sang, enfin bref, voilà. D'accord. C'était, enfin... Des hallucinations en fait, tu vois, que ça soit auditive ou olfactive, enfin tu vois, des choses comme ça. D'accord, des choses qui se rappellent à toi sans arrêt tout en fait. Tout le temps, c'était... Ouais. Ok. Ouais, le truc hyper pesant, hyper dur à vivre, quoi. Mais surtout, j'avais l'impression d'être dans un tunnel et de pas voir de lumière. Et je disais à ma psy, je disais, mais quand est-ce que je vais aller mieux? Parce qu'un jour, je vais aller mieux, tu vois. Enfin, parce que ça me paraissait tellement... Et puis en fait, petit à petit, tu vois, tu vois le jour, tu redescends, tu vois le jour, et ça s'espace petit à petit. Enfin, voilà. Mais le clean, il y a eu clairement un avant-après. Parce qu'en fait, voilà, pendant cet arrêt, je me suis dit que j'allais... voilà, j'ai découvert le coaching, etc. Et je me suis dit, mais c'est moi, c'est mon truc. Enfin, t'as trouvé ta voie, quoi. C'était évident. Enfin, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui écoutait les autres et qui... Enfin, voilà, ça a toujours été un truc depuis toute petite, pour le coup... parce que moi, je m'isolais beaucoup. Petite, j'aimais bien être seule et regarder les autres. Enfin, j'aimais bien où je devais. T'observais. Voilà. Et j'ai toujours eu des gens qui venaient me voir. Ils me racontaient leur vie. Mais tout le temps, même encore maintenant, je suis dans une salle d'attente, on va venir me raconter. Enfin, je suis sur un banc, c'est pareil. Enfin, tout le temps. Et enfin, bref. Et je me dis, mais oui, mais c'est ça, en fait. Ok. Ouais. Et en fait, dans cette école, ils proposaient le clean. Et moi, j'étais pas encore du tout... Enfin, j'avais encore les cauchemars, les flashbacks, etc. Enfin, c'était... Et voilà, on m'a proposé de faire une séance pour me montrer ce que c'était. D'accord. Et là, waouh. Du jour au lendemain, plus de cauchemars, plus de... Ah, c'est fou. Plus de flashbacks, je disais, mais waouh. Là, avec cette séance qui t'a été proposée... Alors, j'en ai refait une après, parce que, voilà. Mais comme j'étais déjà bien avancée, en fait, dans le... Enfin, c'était pas tout frais, c'était pas... dans la démarche, puisque tu disais que tu voyais une psychiatre, c'est ça, donc effectivement, tu moi, j'ai continué après, mais je pense qu'au final, c'était plus parce que j'avais envie de la voir que... mais ouais, c'était... Enfin, il y a vraiment eu un avant-après de fou, quoi, de folie. Enfin, c'était... D'accord, ouais. Je me suis dit, waouh, il faut que j'apprenne ça. Et c'était un peu la même expérience que ce que tu as décrit pour la personne qui était venue te voir, c'est-à-dire quelque chose de physique
D'accord. Ah ouais, c'était... Même si, voilà, j'avais pas des symptômes aussi forts qu'elle physiquement. Ouais. Mais déjà de pur, enfin ouais, la boule qui était là, enfin tous ces trucs qui m'étouffaient, cette sensation d'étouffement en fait que j'avais dans le corps, et après j'ai continué pour ma phobie parce que j'avais une phobie des araignées qui était, je tombais dans les pommes parce que en gros je voyais une araignée, j'arrivais plus à respirer. Ah ouais. Donc, même une petite araignée. Bah, une petite, je criais. D'accord. Mais, enfin, petite, ça dépend. Ouais, c'était relatif. Mais même à partir de ça devenait... C'est vraiment de la phobie. Après, il y a des grosses araignées, enfin, c'est flippant. Ouais. Mais de là s'évanouir, c'est vrai que c'est... Une pièce à l'époque, 5 francs. Enfin, on va dire 2 €. Voilà. Ça commençait à être dur. Ouais. C'est très dur, même. D'accord. Quand je m'y replonge dans le... Avant, oui, c'était dur. Et, bon, là, c'était une phobie très, très ancrée, mais bon, qui cachait, je pense, autre chose aussi, mais voilà. Il a fallu plutôt 3-4 séances parce que, bon, je l'ai fait pendant mon apprentissage de clean. En fait, le clean, il faut faire 50 séances. D'accord. Pour ensuite passer avec la directrice pour l'entretien, pour voir. D'accord. Okay. Donc, je l'ai fait avec des élèves qui apprenaient. Donc, et comme toute thérapie, tout dépend sur qui tu tombes. Évidemment. Voilà. Donc, je pense que avec certains, ça aurait été plus rapide. Surtout avec le dernier. Mais bon. Et là, c'est pareil. Maintenant, je suis capable de... En fait, j'aime pas être surprise. Si je suis surprise, c'est la panique. Mais si je suis pas... Enfin, la panique. Encore oui, mais je comprends, ouais. Mais si je suis pas surprise, je peux voir une énorme araignée passer à côté de moi, ça va, quoi, tu vois. D'accord, ouais. Si tu t'y attends, en tout cas, voilà, ouais. ça reste tolérable. Ouais, et, ouais, largement. Ah, c'est intéressant ce que tu racontes là-dessus. Du coup, moi, je voulais savoir, par rapport à tes croyances actuelles, justement, comment est-ce que ça infuse dans ton travail? Ouais, c'est une très bonne question parce que justement, en fait, je ne sais pas pourquoi. Je différencie énormément les deux. En fait, j'ai pas envie d'amener du spirituel dans mes coachings. Il y a peut-être des gens qui ont besoin aussi de choses très pragmatiques. C'est ça, mais il y en a... Enfin, j'ai envie de dire, si on suit la mouvance qu'il y a, je devrais le faire parce que... on entend beaucoup de gens qui associent les deux, c'est vrai. C'est ça, mais pour moi, c'est pas pareil. Enfin, je vois pas... En fait, je me suis déjà posé la question, hein, parce que ça fait partie de moi quand même. Mais justement, je me dis, ça fait partie de moi, pas de... Ouais, tu vois. pas de... Enfin, pas de la personne que tu as en face, effectivement. Et donc, du coup, après, si la personne... Voilà, moi, j'ai de toute religion dans mes clients. Justement, je veux rester neutre par rapport à ça et pas... voilà, pas mélanger tout. Ouais. Enfin, tu vois, parce que... Ouais, je trouve ça... Enfin, alors, c'est vraiment mon avis à moi. Je trouve ça assez sain, au sens où, effectivement, on a beaucoup de choses qui émergent en ce moment de... à la fois de développement personnel, de pratiques qui peuvent aider, et aussi de spiritualité, où chacun, voilà. Et c'est peut-être intéressant, en tant que professionnel, de rester neutre, ou alors de proposer des choses, mais aux personnes qui sont déjà sensibles à certaines... Enfin, j'en sais rien. Pour moi, ça relève de l'intime. Ça relève de l'intime, Enfin, l'intime, tu vois, du personnel et... Ouais, mais parce que du coup, quand on parle de croyances limitantes, notamment, alors on est sur une autre forme de croyance, on n'est pas sur de la croyance spirituelle. Encore que, est-ce que ce serait possible qu'une croyance spirituelle nous amène à avoir des croyances limitantes? Oui, possiblement, dans le cadre, par exemple, d'une secte ou de quelque chose comme ça. Je pense que ça peut arriver. Et même, j'ai envie de dire, je peux pas faire ça parce que c'est un péché ou c'est mal vu. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu vois? Non, mais complètement. En fait, complètement. Et donc, du coup, tu peux quand même travailler avec une personne qui vient te voir sur une partie de... en tout cas, je sais que t'en parles dans ton podcast et je pense aussi dans tes contenus sur Insta, des croyances limitantes et de ce qui nous empêche potentiellement d'être pleinement nous-mêmes et de s'accepter. Mais quand tu travailles sur les croyances limitantes alors je sais pas comment tu dis d'ailleurs, d'un client, patient... je préfère dire client parce que, même si quelquefois j'utilise le mot coacher, mais pour moi, coacher, c'est le mettre un peu... Il y a
ça induit quelque chose de supérieur, inférieur, enfin d'au-dessus, en dessous. Et donc j'aime pas trop l'utiliser. Je l'utilise quelquefois pour pas répéter plusieurs fois le même mot ou quoi, mais ouais, c'est plutôt client. Ok. Donc quand tu aides un client vis-à-vis de ses croyances, par exemple limitantes, etc., tu rentres quand même, peut-être même malgré toi, mais dans une certaine intimité de la personne. Ah oui, bah oui. En fait, c'est pour ça que c'est vraiment important de créer un lien, un lien de confiance. On ne peut pas creuser un minimum quelqu'un qui te fait pas confiance, qui te dit rien. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait ce lien de confiance et que la personne soit à l'aise, en fait. Qu'on soit tous les deux à l'aise, d'ailleurs. Mais c'est hyper important, sinon tu peux pas avancer. Oui, qu'il puisse quand même y avoir un dialogue par rapport à ses croyances. C'est quand même, j'imagine... Après, les croyances, les personnes n'en ont pas forcément conscience. Donc, en racontant les choses, que justement, mon travail, c'est de l'amener à se rendre compte que c'est une croyance. Oui, ou qu'il y a un point bloquant dans telle perception des choses et que ça l'empêche d'avancer. Je vais pas lui dire, oh, ça c'est une croyance, machin, tu vois, ça va être plutôt, ah oui, qu'est-ce qui te fait croire ça? Est-ce que t'as des exemples inverses, enfin, tu vois, des choses. Après, ça dépend de la relation qu'on a avec, si on est plus proche, je peux dire que c'est une croyance, mais bien sûr. Et du coup, les gens qui viennent te voir, en général, c'est quoi la problématique un peu généraliste? J'ai pas de problématique. Il n'y a pas de, chacun a des choses chacun très est variées. Vraiment très différent et il n'y a pas de, enfin, tu vois, ça peut très bien être quelqu'un là que j'ai récemment qui est dans le cadre de création de son entreprise et qui travaille avec quelqu'un mais qui est pas sûr d'être avec la bonne personne. La bonne personne. Enfin voilà, on travaille un peu tout ça aussi bien, c'est justement pour le coup ces croyances qui l'empêchent de progresser. Enfin, sa peur de la réussite. C'est quelque chose. Et aussi bien son côté relation avec ses associés, etc. Enfin, on travaille sur plusieurs points avec cette personne. D'accord. Après, enfin, il y a vraiment de tout, mais je saurais pas te dire quelque chose de. Il y a beaucoup de confiance en soi. Ça, c'est un truc. C'est un thème en tout cas que tu abordes régulièrement. Oui, bah surtout que là, en fait, je lance un programme. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça que j'en parle beaucoup. En lien, d'accord. Voilà. Pourquoi tu penses que... Alors, je sais pas si c'est lié à notre culture occidentale, etc., mais pourquoi tu penses qu'on est autant de personnes, je me mets dedans, franchement, à avoir ces problématiques-là de confiance en soi, d'image de soi, de... Bah, je pense que c'est aussi l'éducation, l'école aussi, franchement, c'est pas... Mais c'est vrai qu'on compare dès le début les gens entre eux, on les met en compétition. C'est vrai que pour le début... Non. C'est ça, c'est t'es nul, t'as zéro, t'es nul. C'est pas t'as zéro, on va travailler ensemble ce que t'as pas compris, tu vois. Oui. C'est t'es nul. C'est pour ça que ma dernière, fait l'école à la maison. Ah, c'est vrai. Parce que ça permet de lui je veux la sauvegarder de ça. Ouais. Et effectivement, il y a aussi, moi je me souviens quand j'étais au collège ou même au lycée, il y avait des profs qui rendaient les notes de la moins bonne à la meilleure. Ouais, c'est vrai. Donc rien que ça, en fait, ça veut dire que socialement, on te pointe du doigt quand t'es le pire ou quand t'es le meilleur. Mais en tout cas, on montre bien à tout le monde que j'ai toujours trouvé ça assez effroyable. Parce que même quand t'es pas la première personne qui reçoit sa copie, quand c'est du meilleur ou au pire, déjà tu commences à stresser en me disant... Et c'est horrible en fait d'induire ça chez les gens, je pense. C'est horrible. Moi je trouve ça... Enfin, aussi bien à l'école que dans la société en général. Enfin, l'échec est super mal vu alors que... Enfin, tu vois, dans d'autres cultures, oui, les États-Unis, etc. n'a pas la même vision. Voilà, et tu te dis, il y a un problème, quoi. Il faut changer ça parce que, enfin, c'est comment tu veux être épanoui et avancer si t'es tout de suite catalogué, si le moindre faux pas que tu fais, c'est la risée, si t'es. Ouais. Comment tu veux être plus rien faire en fait. T'oses plus rien faire, tu bouges plus une oreille. Et tu t'assures que comme ça tu seras pas critiquable et qu'on pourra pas te dire grand chose, effectivement. Et c'est tout ça à déconstruire, enfin c'est du travail. C'est aussi des croyances limitantes d'ailleurs, sans doute enfin
dès qu'on est petit, en fait, on nous met un peu dans le crâne, quand même, que la société, ça va être un espèce de grand classement des gens. Il y aura ceux qui seront bons, il y aura ceux qui seront moyens, il y aura ceux qui seront pas bons. Et en gros, ceux qui sont bons, c'est ceux qui vont avoir la réussite. D'ailleurs, je crois que tu le dis dans un de tes podcasts, il faut se demander ce que c'est la réussite pour soi, hein, parce que la réussite, ça veut rien dire. Non. Mais en gros, voilà, et je pense que tous, on a un peu cette perception, quand on est plus jeune, d'une société stratifiée en fonction de certaines réussites, de certains accomplissements, etc. Et c'est effectivement, là je parle pour moi, hein, mais des croyances dont on peut mettre des années en fait à se défaire et à dire mais en fait c'est pas comme ça, c'est pas la vérité. C'est long, mais c'est long, ça dépend. Ça prend pas 2 séances, c'est sûr. Oui. Mais en quelques mois quand même. Là avec le programme que je lance, c'est vraiment quelque chose où tu vois tous les points liés à l'estime de soi, parce que la confiance en soi fait partie de l'estime. Et donc il y a 8 modules, tu vois vraiment toutes les racines. Le module 1, il peut être assez dur. Ouais, parce que t'es obligé de creuser, tu creuses pour refaire des fondations. Après, il y a tout ce qui est image de soi, tout ce qui est croyance limitante. Il y a ce module 1. Après, il y a l'image de soi, il y a tout ce qui est corporel, tout ce qui est confiance en soi, forcément. Toutes ces peurs, gérer le stress, anxiété. Il y a vraiment, en fait, tout ce qui compose l'estime de toi et travailler dedans. D'accord. Et donc plein d'aspects, justement, tu parlais, intéressant aussi l'aspect physique. Ouais, tu vois, ne serait-ce que la posture, la façon dont tu te tiens, déjà ça renvoie une image ou une autre. Je me redresse du coup. Mais là, on peut être à machine. On est relax. Mais tu vois, selon si t'arrives les dos voûtés, les yeux baissés, tout de suite, ça renvoie une image. Oui. De toi. Ça renvoie une image aussi bien aux autres qu'à toi-même. Ton cerveau, et fais le test. Mets-toi voûté comme ça, voilà. Là, je me mets voûté comme ça. Et redresse-toi et regarde la différence au niveau de ton... c'est vrai que quand je me redresse, je me sens plus dynamique, plus volontaire. Tu vois, il y a quelque chose de plus actif chez moi. Il y a des exercices, il y a un exercice de danse libre, il y a pas mal de visualisation, et c'est un exercice, c'est un programme aussi bien avec des exercices pratiques que des questions d'introspection. Il y a deux séances de coaching individuel dedans, des lives toutes les semaines. Donc il y a de quoi faire en tout cas pour pouvoir avancer sur ces sujets de confiance en soi, effectivement. Trop bien, en tout cas ça semble hyper intéressant. Et pour ceux que ça intéresse, je les invite à te suivre sur ton compte Insta aussi. Tu proposes pas mal de petites ressources assez clés qui permettent... J'essaye. Ouais, je trouve franchement, en quelques petites phrases, de réfléchir à certains points dans sa vie. Je trouve que c'est très utile. Tu peux redonner le nom de ton compte Insta? Inspire and Clean, avec 2 E. Clean avec 2 E. J'aimerais bien... Enfin, j'ai une dernière question pour toi. En fait, le but de ce podcast, c'est aussi, pour les personnes qui traversent des moments difficiles dans leur vie, d'avoir une petite bibliothèque de ressources avec des gens qui disent qui sont passés par des moments difficiles ou qui racontent leurs expériences, leurs croyances. Qu'est-ce que tu recommanderais à des gens qui traversent un moment difficile dans leur vie? Alors tu peux mentionner une ressource, j'en sais rien moi, une lecture. Tu peux mentionner une activité. Tu peux mentionner j'en sais rien, même d'aller faire un voyage, d'aller méditer, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que te... Alors tu vas rire, mais ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Il y a des personnes, qui aiment voyager. Si vous aimez voyager, oui, clairement, c'est... je vois beaucoup par exemple, après une séparation, de personnes qui vont... Oui, par exemple, après une séparation, partir seul, d'une manière générale, partir seul, c'est challengeant parce que... c'est challengeant, ouais. Se retrouver seul face à soi-même. Voilà, c'est ça. Puis apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, apprendre à se débrouiller, il y a plein de choses. Après, par rapport à un deuil autre, en fait, je pense que... déjà, pas lutter contre sa douleur.
hyper important ça. Ouais. Parce que plus on lutte, c'est comme tout, plus ça résiste. Donc c'est normal en tout cas dans notre culture, on l'accepte pas toujours. Ouais. Quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui non, mais dans le sens, c'est normal de souffrir d'une perte de quelqu'un. Ah oui. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, dans certains pays d'Asie, ça va plutôt être ils vont plutôt fêter ça, dans le sens, parce que c'est justement le passage de l'âme. Oui, ailleurs, voilà. Et... Donc, chez nous, c'est douloureux. C'est douloureux, et c'est pas forcément accepté au sein de la société. Non, même si j'ai envie de dire, pour un deuil, c'est plus accepté. Le deuil est plus acceptable. Regarde la maman de Naël. Donc, le jeune homme qui est décédé suite à une intervention de police à Nanterre en juin dernier. Ouais. Il y a eu des émeutes et elle se battait, elle était là, elle manifestait, voilà. Et les gens l'ont jugée quand même parce qu'elle n'était pas en train de pleurer dans son coin. Ah oui, t'as raison. Ouais. Donc en fait, oui, c'est jamais comme il faut. C'est jamais comme il faut. Chacun doit vivre son deuil à sa manière. Oui. Et j'ai envie de dire, peu importe ce que pensent les autres, c'est facile à dire. Il y a des gens c'est compliqué de faire ça. Mais chacun vit son deuil à sa manière et surtout, il n'y a pas à juger parce qu'on ne sait pas ce que ressent la personne, on ne sait pas ses convictions, on ne sait pas. Ouais. Donc tu peux, juste le vivre comme on doit le vivre, se dire que oui, on vit un deuil et l'accepter et surtout pas lutter. Ça veut pas dire s'enfoncer dans son malheur et ne pas vouloir aller mieux. Sa couette pour des années. Mais c'est juste se dire que ça passera, que ça s'atténuera en tout cas, petit à petit, que c'est comme comme je disais tout à l'heure pour le trauma, c'est que il y a des périodes où ça ira mieux pendant 1 semaine, puis après ça ira mieux pendant 2 semaines, et puis... Ouais, c'est exactement... c'est pour ça d'ailleurs quand tu parlais du trauma et tu disais tu vois un peu la lumière et puis tu retombes. En tout cas, moi j'ai eu exactement la même perception, mais dans le cadre du deuil, où effectivement, un moment quand même, tu vois de la lumière et tu te dis bon, ça a l'air d'aller, mais c'est pas forcément durable. Et tu peux repasser par des étapes un peu en dents de scie, mais qui sont quand même un signe qu'il y a quand même de la lumière. Et ça déjà, ça fait du bien, quoi. Et petit à petit, voilà, puis penser à soi aussi un peu, même s'il y a le manque. Penser à soi, donner du temps au temps, se recentrer. Je pense que sur ces très bons conseils d'Erika, on va se laisser pour cet épisode. Merci 1000 fois Erika d'être venue me voir. Et puis je vous dis à très vite dans Le Paradis attendra.